Mais c'est vraiment tout à fait extraordinaire, autant de présentations, aussi variées, je comprends que le format est contraignant, mais ça nous a permis d'avoir un tour d'horizon vraiment extraordinaire et très large de ce qui se fait à Hexagramme et ailleurs. Donc, voilà. Donc, pour ça, il faut des compromis. Donc, notre séance de cet après-midi est intitulée Corps numérisé. Et puis, notre première présentatrice, c'est Laureline Chapelle. Laureline est professeure agrégée en design de jeux à l'École des arts numériques, de l'animation et du design de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle est titulaire de l'axe créativité numérique au sein de la chaire en économie créative et mieux-être du Fonds de recherche du Québec, Société et culture. Donc, Louise, qui est venue nous parler dernièrement, était la directrice. Ces recherches portent sur les différentes pratiques des designers de jeux vidéo, leur processus créatif, leurs connaissances, leur rôle et leur formation. Laureline va nous présenter une communication qui s'intitule CLTRS, l'art game et la réappropriation des stéréotypes féminins à travers l'empire d'Unreal Engine. Excuse-moi. Voilà, veuillez y arriver. C'est à toi. Oui, ok. Bonjour à tous et à toutes. Donc Claude m'a présenté. Je vais vous parler de mon jeu. Comme j'ai que 2 minutes, je vous rappelle, je fais un jeu. 12. On a ajouté 2 minutes. Deux Oui, minutes. c'est pour les gens Fantastique. d'après-midi. 2 minutes de Tu as clitoris de réquité plus. avec les présentateurs de la semaine hier. Voilà. Donc je vous vends le punch. C'est que c'est un jeu qui est sur l'exploration poétique du corps féminin en 3D et donc qui est sur le clitoris. Donc CLTRS, c'est clitoris sans les voyelles. Je me souvenais, mais je ne voulais pas brûler ton punch. C'est gentil. Donc c'est ça, je voulais faire un jeu sur ma propre expérience avec une attention particulière portée sur les parties liées à la sexualité et au plaisir, donc d'où le rapport avec la session sur les corps. Et c'est un art game. Donc ce que ça veut dire, c'est que j'essaye d'exprimer quelque chose, j'essaye d'expérimenter et j'essaye de critiquer. C'est pas un jeu autobiographique, dans le sens si vous y jouez, le jeu sort dans 15 jours, vous verrez pas ma vie ou un de mes orgasmes, d'accord? C'est pas ça le but. Mais c'est une représentation du plaisir féminin qui est inspirée de la vision que j'avais envie d'en donner. Le jeu a comme caractéristique d'être très court, vous pouvez finir en moins de 10 minutes. Il est jouable entièrement avec un seul bouton, le joystick gauche, il n'y a pas de texte. Le jeu surprend en principe son public à la fin, ça il faudrait que vous alliez le tester pour voir. Et c'est pas non plus un jeu pornographique, tout public, les enfants peuvent jouer, et c'est pas non plus un jeu sérieux. Enfin, vous finissez pas en ayant appris des faits sur le clitoris. Là où ça devient intéressant pour la session d'aujourd'hui, c'est qu'il a été réalisé selon un pipeline de production d'industrie qu'on appelle AAA. Donc des grandes compagnies style Ubisoft, Eidos, etc. Donc on a utilisé le fameux Unreal Engine, des logiciels comme Maya, Substance Painter, Houdini, Perforce. Donc un pipeline qui coûte très cher. Moi comme artiste, je ne fais pas ça comme ça d'habitude, mais là j'ai la chance d'être à l'école NAT, donc j'ai accès à ce pipeline-là. Et il a été réalisé par une équipe étudiante qui a beaucoup de talent, mais qui a changé chaque année. Donc ça aussi, ça a fait que l'engin et le pipeline a quand même un gros rôle pour essayer de garder tout le monde à peu près dans le rang. Et le budget finalement est vraiment bas parce que 45 000 $, c'est super comme bourse de recherche-création, mais pour faire un jeu, c'est très très bas. Donc au départ, je voulais faire un jeu réaliste, puis je voulais qu'il soit réaliste anatomiquement. Donc je voulais qu'on ait l'impression d'être dans un corps humain. C'était 2 références que j'avais données, donc tu vois la vie qui est en 2D, qui est un dessin animé, et puis en bas c'est Disney Strange World, un film qui est passé complètement inaperçu en 2022. Et donc je me disais, on aurait pu faire ça, mais en fait ça allait pas du tout avec les métaphores que je voulais faire et la vision en fait féminine que je voulais donner, donc on a laissé tomber ça, aussi c'était très difficile à faire. Donc on est parti sur un style réaliste, mais avec une ambiance néo-baroque, et une direction artistique qui se veut réaliste. Donc c'est vraiment important, c'est pas du stylisé, donc c'est quand même difficile à faire parce que le baroque, il y a quand même beaucoup de fioritures, etc. On veut que ça soit réaliste, et c'était pour avoir une idée de luxe, de décadence, et quand même que c'est un thème pour adultes. Le premier prototype à l'été 2023 ressemblait à ça. Trop enfantin, ça partait dans tous les sens, etc. Mais ça vous donne une première idée. Ensuite, on est passé 1 an plus tard, donc été 2023, que j'avais présenté aussi à Hexagramme, cette version-là du jeu, qui ressemble déjà pas mal plus à ce que je voulais. Puis là, on est arrivé maintenant à ça.
Ce qui est intéressant entre cette version-là et cette version-là, ce qui a changé, c'est beaucoup l'éclairage, mais pas tellement la modélisation, etc. Donc c'est vraiment en travaillant dans l'engin différents paramètres qu'on a réussi à obtenir ce que je voulais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un leurre, dans le sens où, si vous regardez ce visuel-là, ça pourrait être un jeu AAA, etc., qui va durer des heures, mais pas du tout, d'accord? Ça ne correspond pas au standard d'un jeu AAA, le gameplay est étrange, ça ne repose pas sur des codes comme la dextérité, la planification, on tire pas, on saute pas, d'accord? Et puis c'est très court, et c'est une expérience qui est plutôt désorientante, qui sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir dans des jeux vidéo réalistes. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est un travail qui est autour du moteur en lui-même. Parce que le moteur de jeu Unreal Engine, il est connu pour ses rendus réalistes. C'est lui qui a introduit le fameux Physics-Based Rendering. Donc avant le Physics-Based Rendering, chaque logiciel, on faisait un peu ce qu'on voulait pour essayer d'être proche de la réalité. Mais avec ça, ce qu'a vendu Unreal, c'est l'idée que ça réagit comme dans la vraie vie, c'est basé sur de la vraie physique. Donc ça ressemble à ce à quoi c'est censé ressembler. Donc ça permet d'obtenir des matériaux réalistes avec aussi moins d'ajustements, c'est censé être plus facile dans le pipeline. En fait, ça a surtout mis une forme de rationalisation et de standardisation dans le rendu 3D. Donc on est de plus en plus dans un cadre rigide où les artistes doivent s'adapter à des normes techniques plutôt que d'inventer des nouvelles manières de représenter le réel. Et c'est une forme de rationalisation qui n'est pas neutre. Ça fait qu'en fait, maintenant, les joueurs, pour eux, un bon rendu visuel, c'est le rendu par défaut de Unreal. Donc dès qu'on veut sortir de ça, c'est pas mal plus difficile. Déjà, un des problèmes qu'il y a avec le réalisme visuel, c'est que ça coûte très cher. Donc je vous ai dit, moi c'était 45 000 de budget pour tout le projet de recherche. Un jeu pas cher, c'est 10 millions de dollars pour 6 à 8 heures de jeu. Un jeu cher, c'est 100 millions de dollars. Un jeu très cher, c'est 1 milliard. Style GTA. Donc, en fait, les jeux vont avoir tendance à utiliser un pipeline style Unreal, et quand ils sont faits dans Unreal, ils vont avoir tendance tout simplement à se ressembler. Alors, donc, c'est des jeux sombres et torturés, je vous en ai pris deux, puis ça pourrait même être dans le même jeu, quand ils ont le même style de direction artistique. Moi, je me suis intéressée à c'est quoi les jeux pour femmes, c'est quoi les stigmates qu'il y a autour, c'est quoi les stéréotypes. Et en fait, globalement, pendant des dizaines d'années, vous savez probablement, on a dit que les femmes n'étaient pas intéressées par le jeu vidéo. Donc, c'était pas un public cible. Donc, les jeux destinés aux femmes, ils n'avaient pas de gros budget. Et si vous n'avez pas de gros budget, en fait, c'est impossible de créer des jeux réalistes. Parce que c'est une mauvaise combinaison marketing. Vous avez un jeu cher pour un public féminin qui, soi-disant, ne joue pas. Donc, en fait, toute l'esthétique que je vous montre du jeu, on ne la retrouve pas dans les jeux habituellement. Et j'ai fait une petite matrice pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme jeu dans les jeux pour femmes, donc les pink games. On va avoir du rose et du stylisé mais pas rose, du réaliste mais pas rose, puis le rose et réaliste c'est vraiment rare. Donc si on regarde là du réaliste mais pas rose, ça va être des jeux qui ont été acclamés par le public féminin, mais qui ne lui étaient pas spécialement destinés, ou alors simplement qui n'est pas rose, c'est-à-dire qu'on est dans des jeux qui ne misent pas sur une direction artistique féminine du tout. On a du stylisé mais pas rose avec les Sims, qui est peut-être le plus grand succès, et en dessous vous avez Genshin Impact, qui est le succès du moment. Ensuite, on a du rose et stylisé. Alors là, ça va être plus justement les pink games. En haut, vous avez Barbie, puis en bas, vous avez ma propre partie de Animal Crossing, le jeu de la pandémie. Et finalement, la rose et réaliste, c'est vraiment, vraiment difficile à trouver. Il y en a quand même un. Il y a Infinity Nikki. Alors non, les personnages ne sont pas réalistes, mais si vous regardez derrière, on a quand même un environnement qui est réaliste. Mais ce qui est drôle, avant tout, c'est qu'il est quand même abîmé à plein d'endroits. Donc il y a quand même un peu de post-apo qui reste. On aime le post-apocalyptique. Donc c'est pas mal le seul qui va dans le rose et réaliste. Donc le fait qu'on ait réussi à faire tous les visuels que je vous ai montrés depuis le début, en fait ça a demandé beaucoup de travail parce que le réflexe qu'ont les étudiants qui ont été formés dans Unreal, c'est de faire des jeux qui correspondent à la norme principale. Donc en fait, tout le but du projet avec Unreal et avec la technologie, c'était de me réapproprier le réaliste et le rose. Mais je ne l'ai pas compris nécessairement tout de suite, parce que je ne me rendais pas compte à quel point ça allait être difficile. Je me dis, mais non, on va juste changer un peu. Non, ça a été vraiment difficile, le nombre d'étudiants qui se sont plaints du fait que je leur faisais faire des trucs ronds.
que je ne les ai pas éclairés comme d'habitude, c'est très très éclairé, on voit tout, il n'y a pas vraiment de zone sombre, que je leur faisais faire aussi des textures très différentes. En fait, tout ça, peu à peu, c'est devenu vraiment central dans le projet. Et donc, les sujets plus féminins, je pense, méritent un traitement équivalent aux jeux pour hommes. Et il faut vraiment qu'on arrive à avoir des jeux de toutes sortes. Donc, c'est pas mal ça que j'ai essayé de faire et de sortir du côté technologique. Puis, en fait, ça m'a aussi montré que ça révèle à quel point parler de sexualité et porter un regard critique sur la création de jeux, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'en fait, il a fallu que je mobilise tout mon réseau de professionnels de l'industrie, donc les gens qui font ces fameux AAA sombres, etc. Et toute l'expertise du NAD, etc. pour dire non, moi je suis prof puis je veux faire ça. Mais sinon, la plupart du temps, ce qu'on m'a répondu, c'est mais pourquoi tu fais ça? Fais comme tout le monde. Donc il faut une certaine autorité et des ressources pour le faire, parce que c'est pas les 45 000 $ du FRQSC qui m'ont permis de faire ça, c'est qu'il y a plein de gens qui ont accepté de mettre du temps dedans bénévolement, qui ont accepté aussi de dire aux étudiants mais si vous êtes capable de faire ça, il faut juste changer ceci ou cela. Donc en conclusion, c'est un projet qui illustre bien la capacité de la recherche-création à allier la pratique sensible et intime avec des outils technologiques, et ça réaffirme aussi l'importance des perspectives féminines et inclusives dans le design de jeux vidéo en général. Et encore une fois, c'est rendu possible uniquement parce qu'on a de la chance au Québec, on peut faire de la recherche-création, c'est reconnu. J'ai de la chance d'être à l'école NAD où j'avais tout le pipeline à portée de main. Et puis, j'ai la chance d'être professeur et de pouvoir dire je veux faire ceci comme ça. Donc c'est pas mal ça. Et vous pouvez ajouter le jeu si vous voulez en voir plus sur votre liste de souhaits sur Steam ou itch.io. Si vous êtes des gamers, c'est des plateformes assez communes. Et j'aurais fini là. Les questions sont à la fin de la session. Deuxième présentation, Dora Claude. Dora Claude est une artiste-chercheuse d'origine française installée à Montréal. Elle a étudié l'histoire de l'art et le cinéma à la Sorbonne avant d'entamer un master en réalisation de films expérimentaux à Paris-Ville. Par la suite, elle a intégré le programme postdoctoral Artec Plus, dirigé par Yves Citon et Grigory Champowski, avant de débuter un doctorat à l'UQAM sous la direction de Martin Lalonde. Elle est membre du collectif de recherche-création en art numérique Sabotage, du réseau Hexagramme et du laboratoire 1P1 UQAM. Ses recherches explorent les relations entre humains, ordinateurs et animaux non humains, avec comme médium principal le métavers. Et elle modélise des mondes virtuels et des avatars pour la réalité virtuelle, utilisés comme terrain de recherche et de création. Ces formats privilégiés incluent les installations vidéo, les performances et les expériences immersives. Sa communication est intitulée « Relations interspace et réalité virtuelle, la triade humain-animal-ordinateur à l'épreuve des métavers ». Dora, c'est à toi. Merci. Donc, du coup, pour ma présentation, je vais faire la présentation avec un avatar qui est préenregistré. Donc, du coup, je vais laisser la vidéo se dérouler. Et puis, voilà. On éteint la lumière. Ok. On éteint la lumière. Bonjour, donc je m'appelle Dora, je suis artiste-chercheuse et je suis au doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM où je fais un travail sur les traces du vivant dans les métavers et plus particulièrement sur la présence d'animalité dans les métavers. Donc, pour cela, je travaille à partir d'une plateforme sociale optimisée pour la réalité virtuelle appelée VRChat. Je côtoie cette plateforme depuis plus de 4 ans et j'en ai fait un lieu de recherche-création qui me permet de questionner et d'observer le vivant depuis le virtuel. Ma recherche s'inscrit aussi dans les travaux du laboratoire 1P1, qui est un laboratoire de l'UQAM sur l'expérimentation des réalités étendues.
Avant de commencer, je vais donner quelques définitions pour se familiariser avec les termes que j'utilise. Donc la réalité virtuelle, ce que j'entends par là, c'est ce dont on peut faire l'expérience tout simplement avec un casque de réalité virtuelle. Il y a des définitions très complexes, mais pour cette présentation, c'est ce qu'on doit retenir. Un casque de réalité virtuelle, c'est un appareillage technologique dont la caractéristique principale, c'est de placer des écrans très près des yeux. Il est couplé avec une méthode de captation des mouvements en temps réel, de manière à permettre d'interagir avec un environnement virtuel dans une immersion relativement optimale. Qu'est-ce que c'est qu'un métavers? Donc, malgré la récupération du terme par Meta dans un but marketing, le terme reste assez vivant dans les communautés numériques et il désigne aujourd'hui un espace virtuel, multi-utilisateur, accessible en réalité virtuelle. Là aussi, il y a d'autres définitions, c'est celle-ci que j'utilise. VRChat, c'est la plateforme donc, dans laquelle je me trouve. C'est une plateforme de monde virtuel dans laquelle les personnes se retrouvent pour passer du temps, etc. Donc c'est un métavers et c'est en accès libre. On compte plus de 25 000 mondes et son pic de fréquentation cette année était autour de 50 000 utilisateurs et utilisatrices simultanément. Donc c'est une plateforme qui est quand même relativement bien fréquentée. Les animaux que j'étudie, ça inclut à la fois les espèces issues des différents règnes du vivant en biologie, mais aussi ça inclut des créatures imaginaires comme les animaux fantastiques ou des créatures hybrides, anthropomorphes et zoomorphes, comme par exemple le furry dans lequel je suis, là, comme avatar. Et j'intègre aussi des identités plus spirituelles ou énergétiques, comme des fantômes, des divinités, etc., qui sont perçues comme animées. Cette définition élargie du vivant relie le réel, l'imaginaire et le spirituel, et ça permet de mieux comprendre la complexité des interactions entre humains et formes de vie non humaines dans des environnements virtuels. J'ai développé une méthode de recherche que j'ai appelée « Chercher comme un chien », qui s'appuie sur une phénoménologie corporelle et sensorielle. Donc c'est inspiré en partie de la spéologie en études culturelles du jeu vidéo développé par Lane Noni, et aussi du pistage écrit par Baptiste Morisot, dans une posture qui invite à adopter du coup une certaine humilité et une ouverture en avançant prudemment dans l'exploration du sujet. Donc le chercheur ou la chercheuse est encouragé à déconstruire ses savoirs et ses habitudes, à privilégier une observation attentive des signes et à désapprendre les perceptions anthropocentriques pour accéder à des nouvelles formes de savoir plus intuitives et plus incarnées. Et puis l'humilité épistémique est centrale à cette démarche. Il s'agit d'accepter les limites de nos perceptions et de privilégier l'exploration sensorielle plutôt que la recherche de certitude immédiate. Enfin, ça favorise aussi une empathie interspécifique et une éthique de la recherche plus inclusive, respectueuse de la diversité du vivant. Je vous propose de faire un rapide cas pratique. Donc là, je suis dans le Udon Bird Sanctuary, qui est c'est un monde de VRChat qui a été créé par Sarah Duck. Une trentaine d'oiseaux aquatiques, canards, canetons, bernaches, quelques grues se promènent autour de moi. Et puis je vais me saisir d'une tranche de pastèque, donc les oiseaux sont attirés, ils se réunissent autour de moi, et la tranche diminue à mesure qu'ils la croquent. Je les nourris, je les flatte, je leur parle. J'entends un bruit d'eau et des bruits d'oiseaux, et par plus intention, je remarque que le bruit d'eau est vraiment excessif par rapport au courant qui est autour de l'île. Et puis le fond sonore des chants d'oiseaux qui tapissent l'ambiance n'est pas synchrone avec la faune environnante. Et une partie de l'espace qu'on entend n'est pas représentée visuellement. Donc, en me promenant parmi les oiseaux, je constate quand même que les cris des canards et des bernaches, eux, ils proviennent bien des oiseaux concernés et non d'une bande sonore générale. Par contre, les oiseaux n'ouvrent pas le bec en même temps que le son sort. Donc il y a une source du son, mais il n'y a pas vraiment la cause. Il y a aussi un autre degré supplémentaire de signe qui fait intervenir dans ce monde à travers le relationnel. Donc les oiseaux vont tendre à marcher vers moi, à venir brièvement à ma rencontre, et je suis muni. Je peux leur donner de la nourriture et à ce moment-là, ils vont venir s'agglomérer autour de moi. Donc si je leur tends la nourriture, ils vont la croquer jusqu'à disparition. Donc c'est une animation un petit peu pas très réaliste. Et puis cette interaction est importante parce qu'elle permet de créer un lien affectif supplémentaire avec les oiseaux virtuels. Et ça m'est d'ailleurs un peu difficile de partir après avoir passé du temps avec eux parce que je me suis attaché à eux. Donc mes constats sur cette rapide exploration, c'est que premièrement, il y a une tendance à créer du sens. Donc je cherche instinctivement à combiner les informations sensorielles comme le son et l'image pour créer du sens, même s'il y a des incohérences. Par exemple, j'associe le cancan du canard à l'image du canard, même s'il n'aura pas le bec en même temps que le son apparaît.
Deuxièmement, il y a une adaptabilité perceptive. Donc, lorsque ma perception est perturbée par un détail, je m'adapte facilement en redéfinissant ma manière d'interagir avec le monde. Donc, par exemple, la manière dont la nourriture est mangée n'est pas du tout réaliste, mais j'accepte le code parce que ça fait sens. Troisièmement, il y a une association et des effets physiques avec les signaux. Donc, j'associe les signaux sensoriels à des situations familières, par exemple. Ces signaux ont également des impacts physiques sur moi, comme le chant et le bruit des oiseaux qui ont tendance à me relaxer. Dernièrement et quatrièmement, lien affectif avec les animaux. Il y a des interactions avec les animaux qui génèrent des liens affectifs et qui rendent, par exemple, difficile de les quitter. Mais aussi, je me pose naturellement de la question de est-ce que tout le monde a bien été nourri? Est-ce que les oiseaux plus gros ont profité de leur avantage pour se nourrir en défaveur des plus petits, etc. Donc, je m'inquiète pour les animaux. Là-dessus, j'aimerais développer rapidement autour de la question du feel, donc du ressenti en français. Parce que la présence physique du corps dans l'expérience virtuelle peut être qualifiée de feel dans le jeu vidéo. Donc le ressenti en jeu vidéo, ça se manifeste par 5 expériences principales. La sensation esthétique de contrôle, le plaisir d'apprendre, pratiquer et maîtriser une compétence, l'extension des sens, l'extension de l'identité, l'interaction avec une réalité physique unique dans le jeu. Swink le définit aussi comme un contrôle du temps réel, en temps réel d'objets virtuels dans un espace simulé avec des interactions accentuées par la finition. La relation du corps virtuel a toute une histoire dans le développement de l'informatique qu'on n'a pas le temps de traiter ici, mais avec Mark Grimshaga, avec Audrey Enable, avec Donna Haraway, je propose de décloisonner le corps humain et les technologies, et les corps technologiques pour comprendre l'immersion comme le fait de prendre part visuellement et physiquement à une expérience. Le son comme l'image, ce sont aussi des choses qui se forment en nous physiquement. Une autre manière de comprendre cette notion de feel, c'est l'équitation. En équitation, le ressenti a aussi une signification particulière puisqu'il désigne la capacité du cavalier d'être avec un cheval qui requiert un haut niveau de conscience de soi, de synchronisation et d'empathie. Donc c'est le fait de former un corps à 2 corps. C'est une manifestation de la porosité des limites du corps humain avec les corps des autres vivants. Je relie cette notion de feel, de l'équitation, avec le rapport entre l'humain et son appareillage technologique, mais aussi dans le rapport, dans la relation entre l'humain et son avatar. Andrea Petit explore ce qu'elle appelle la zoocialisation, définie comme une socialisation multi-espèces où les individus et groupes de différentes espèces apprennent à devenir ensemble en performant les espèces de manière particulière. Dans ce contexte, elle souligne qu'en plus des relations entre différentes espèces, chaque espèce est également sensible aux dynamiques de pouvoir au sein des autres espèces et est capable de se situer et d'interagir en conséquence. Ainsi, les rapports sociaux qui émergent dans la réalité virtuelle envers d'autres animaux virtuels portent une charge performative multi-espèces. La particularité des métavers réside, comme nous l'avons évoqué précédemment, dans la multiplicité des chemins empruntés entre les différentes sphères du monde saillant, entremêlant les animaux virtuels à leurs homologues organiques et à l'équipement technologique qui les génère. Notre rapport de socialisation s'oriente alors vers une relation avec la machine, empruntant le chemin plus familier et plus acceptable de la zoocialisation. Merci beaucoup. On enchaîne avec la dernière présentation de ce bloc du collectif Obel. Gabriel Tremblay-Godet en est le représentant. Bonjour, le collectif Obel est une initiative de recherche-création regroupant des professeurs et des étudiants issus de plusieurs disciplines qui œuvrent à effectuer des interventions littéraires dans des environnements vidéoludiques. Adoptant une poétique centrée autour du concept de transécriture, visant à explorer les intersections formelles, sémiotiques et médiatiques entre la littérature et le jeu vidéo, les membres du collectif s'inspirent notamment de l'approche de sécuristique. Et on recourt à des protocoles de conception en 3 étapes afin de documenter le processus d'exploration, de développement et de production de leur projet. La communication est instituée des sites pratiques,
Maintenant, voilà, du collectif Obel. À vous la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, comme il est d'usage de faire, remerciements, excuses. Excuses tout d'abord parce que je n'ai pas pu être présent hier et cet avant-midi pour cause de devoir enseigner pour gagner ma vie et hier m'être fait taper sur les doigts par l'école des médias qui m'a rappelé que j'avais des notes à donner en retard, donc j'ai dû me mettre dans la correction. Je sais que c'est pas... Non, j'ai pas mis les miennes. Parfait. Il y a le droit, c'est un vieux prof cynique. No snitching. Et remerciements d'avoir accueilli la proposition du collectif Obel, collectif qui compte une quinzaine de membres passés, présents et futurs. Il y en a qui vont commencer cet été. D'ailleurs, Léa, que vous avez pu entendre ce matin, nous a aidé avec la conceptualisation méthodologique de certains aspects. Donc là, je vais passer vite donc, sur le fait, puisque ça a été vu dans la présentation, que nous effectuons des interventions littéraires dans des environnements vidéoludiques, des projets de recherche et de création qui provoquent des hybridations entre littérature et jeux vidéo. Je me permets de préciser que le jeu vidéo ici, ce n'est pas des jeux que l'on crée, mais des jeux qui existent déjà et que l'on investit et détourne. Ensuite, on utilise le concept de la transécriture, qui est un concept qui a été proposé au terme d'un colloque Cerisy. Cerisy, si vous ne savez pas, c'est un château en Normandie où il y a des conférences qui ont lieu pendant une semaine. Ça fait rêver, mais j'en ai fait un, puis je peux vous dire qu'une semaine de colloque, c'est long. Je voulais me sauver. Donc, on a redéfini en fait le concept de transécriture qui était défini de manière un peu molle, disons, à l'époque, dans l'essai. Donc, la transécriture désigne un processus d'adaptation transmédiatique qui se caractérise par les libertés parfois radicales qu'elle prend face à l'œuvre originale afin d'occasionner un dialogue entre les médias convoqués. Il s'agit en quelque sorte de réfléchir aux manières dont deux disciplines peuvent se transformer au contact l'une de l'autre à travers des points d'intersection à identifier, définir et investir. Notre processus de création passe par 3 étapes ou phases qui disposent chacune de leur outil de rédaction distinct. Je vous parlerai pas. On utilise aussi la méta-réglementation qui est un concept qui a été élaboré par un des membres du collectif. L'ensemble des pratiques contraignantes volontairement effectuées par le joueur ou la joueuse qui désigne s'approprier et modifier une œuvre à la suite d'une réflexion sur sa nature et ça afin d'en tirer une satisfaction personnelle. Et pour ceux et celles qui connaissent la référence, No Odd Job, c'était une règle qu'on s'imposait entre joueurs et joueuses à GoldenEye 64 parce que le personnage de Odd Job, un antagoniste de James Bond, pouvait être rétréci, ce qui le rendait très difficile à tuer. Donc, on établissait entre nous un règlement qui n'était pas prévu dans le jeu. C'est ça la méta-réglementation. Donc, afin de travailler, on travaille avec 3 outils. La première étape, c'est une phase d'exploration où on essaie de comprendre le jeu, donc ses objectifs, ses mécaniques, ses particularités, ses utilisations subversives par la communauté. On recense ce qui se passe dans le journal de bord dans la phase d'exploration au sein d'un document qui s'appelle le journal de bord. On envoie ici un extrait pour un autre projet qui prend ici vraiment la forme d'entrée presque d'un blog. La deuxième étape, c'est le journal de développement, où là, on est rendu plus loin dans l'exploration du jeu, on comprend mieux ce qui se passe, et là, on commence à y aller avec des hypothèses, des idées. On se pose des questions, on y répond. Et la troisième étape, c'est la phase de production, ou là, la phase d'exécution, où on utilise un journal de production, où là, vraiment, on est dans des instructions claires, de manière à ce que le projet puisse être itératif. C'est important aussi de mentionner que ça permet aux membres du collectif de travailler de manière asynchrone, c'est-à-dire que tout ça est sur Google Drive, pour ne pas le nommer. Donc, on peut faire des séances de travail, on va ensuite écrire nos notes et les autres membres peuvent passer derrière pour aller consulter ce qu'on a fait. Je ne sais pas pour qui ce serait le plus gênant de lire la citation au complet, mais simplement mentionner qu'on travaille selon la logique des cycles heuristiques, où donc on passe de l'idéation au prototypage. Dans notre cas, le prototypage, c'est aller tenter d'implémenter notre projet dans le jeu afin d'en tester les limites et des fois découvrir des affordances, des belles surprises que l'on ramène dans le projet, dans nos journaux d'écriture. Donc on écrit aussi de manière compulsive afin d'avoir une pratique de recherche-création rigoureuse, d'une certaine manière. Donc le projet maintenant, en fait, il est campé dans le jeu Once Human, qui est un jeu qui est développé par Starry Studio pour l'éditeur chinois NetEase.
qui se présente sur le site Wikipédia comme un jeu de survie gratuit multijoueur en monde ouvert post-apocalyptique à la troisième personne. Ce qui est donc extrêmement racoleur. On a comme pris les caractéristiques de jeu populaire pour les mettre ensemble. Il y a plusieurs avantages à ce jeu-là, notamment d'être gratuit. Donc ça nous a permis d'en faire, de le tester pour les membres sans avoir à débourser d'argent. Du tout. C'est difficile de savoir exactement les chiffres de fréquentation. Pour les jeux vidéo, c'est toujours un peu opaque. Et là, en plus, c'est un jeu chinois, donc on ne sait pas s'ils nous disent la vérité ou pas. On sait par contre qu'il avait atteint le sommet des palmarès de téléchargement lors de son lancement en juin 2024 et que les serveurs ont même planté lors du lancement du jeu tellement il était fréquenté. Il y a des nouveaux scénarios qui sont lancés fréquemment, ce qui fait en sorte qu'il y a un public qui revient se connecter au jeu. Mais la durée d'un scénario est de 6 semaines. Donc là, il y a un serveur qui est mis en place, on fait le scénario et au bout de 6 semaines, il faut relancer l'activité. Il y a évidemment toutes sortes de tentatives pour réameuter les troupes, notamment de proposer du nouveau contenu, qui fait en sorte quand même qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un public qui se renouvelle fréquemment pour ce jeu-là. Donc, une des raisons pour laquelle le jeu nous a intéressés dans la perspective de faire quelque chose autour du post-humain, c'est la prémisse narrative, que là je vais vous lire parce que je ne la connais pas par cœur. Rosetta, une entreprise scientifique sans vergogne, a effectué des recherches sur une matière d'origine extraterrestre nommée Stardust, ce qui a déclenché un événement cataclysmique baptisé Starfall, ayant entraîné une mutation de l'espèce humaine et l'apparition de monstres, baptisés les déviants. Le joueur ou la joueuse contrôle un personnage de méta-humain, doté de pouvoirs psychiques. Et justement, ce qui nous a intéressés, c'est que les monstres ont un design graphique assez ingénieux, où en fait on va hybrider des objets du quotidien et des créatures humanoïdes. Et donc c'est vraiment, on sent que ce monde post-apocalyptique-là est vraiment guidé par la logique d'hybridation. Et donc, pour produire un discours littéraire qui serait en résonance avec le discours du jeu, on a choisi comme concept littéraire le télescopage. Donc, télescopage que vous connaissez puisque c'est la formation de mots-valises. Donc, par exemple, franglais est un mot-valise, humain en est un. Alicament pour un aliment qui est un médicament. De manière intéressante, mais on ne sait pas si on va exploiter ce filon-là, télescopage, c'est également la traduction en français du clipping en jeu vidéo. Donc, quand il y a des... Je pense que je ne veux pas définir le clipping devant le professeur de jeux vidéo. Donc, il y a également, ce qui est intéressant, c'est que le premier monstre qu'on affronte dans le jeu, qui est une combinaison justement d'humains et d'objets, c'est un monstre qui a pour tête une valise. Donc, on trouvait que c'était assez bien trouvé. Ce qu'on a commencé à faire, c'est vouloir explorer le jeu en y jouant pour découvrir si on l'aime, combien de temps est-ce que ça prend pour atteindre un certain niveau de compétence. Là, pour information, en fait, dans le jeu, on peut construire des bases. Et ici, ce qu'on voit, donc, c'est une double belle, qui est donc notre logo. Pour le dire simplement, on l'a utilisé parce que la littérature et le jeu vidéo sont deux médias qui rentrent pas assez souvent en contact. Donc, quand on trace une ligne perpendiculaire, ça les met en contact. Et le bel, c'est également un signe typographique utilisé en chimie pour décrire l'interpolation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rentrer des textes dans le jeu? Il y a plusieurs options. La première, c'est le chat, donc système de messagerie en direct, qui n'est pas idéal pour plusieurs raisons. Premièrement, on parle seulement aux gens qui sont connectés au jeu à un moment donné, et c'est éphémère. L'autre option qu'on avait, c'était d'utiliser des objets qu'on peut trouver dans le jeu, des pancartes sur lesquelles on peut écrire des textes, mais les textes sont assez petits et discrets. La troisième option, c'est le whisper, ou le murmure en français. Donc, le murmure, c'est un objet qu'on peut déposer dans le monde et qui nous donne accès donc à certaines options. On peut écrire un titre, mettre un tag, ensuite composer un texte de 150 mots maximum. Et une fois qu'on l'a déposé, l'objet apparaît physiquement dans cet univers 3D. On peut interagir avec pour lire les textes qu'il contient. Donc, on peut voir par exemple ici un membre qui a créé son murmure et qui apparaît au sol. Il y a des problèmes avec le projet est en cours d'élaboration, mais on a quelques observations sur le projet. On a certains problèmes. Premièrement, les serveurs, la popularité des serveurs est un peu aléatoire.
Donc là, par exemple, il y a un serveur sur lequel je m'étais créé un personnage et je suis revenu une semaine plus tard et là, on voit que les gens disaient que le serveur est mort pour une raison qu'on peut difficilement expliquer. On a choisi donc de déployer nos messages dans... La carte est assez grande du monde, mais il y a des points qui sont plus névralgiques à l'accomplissement de certaines missions. Par exemple, les villages sont comme des points de défense. Donc c'est là qu'on dispose de nos messages. Également, les tours de téléportation qui sont des points de trafic plus grands. Donc, on a commencé à créer plusieurs séries de messages qu'on peut aller copier-coller dans le monde. Par exemple, juste des définitions de qu'est-ce qu'un mot valise pour faire un peu d'éducation. Des messages qui sont plus localisés en fonction des différents emplacements ou des messages qu'on peut déposer un peu n'importe où. Et donc là, on voit le processus d'écriture. Un des problèmes qu'on a actuellement, c'est que quand on publie un message, on se fait dire ce message laconique, cette information, Whisper posted, it will take a while for it to appear. A while, ça veut dire quoi? Quelles sont les règles ou les consignes par lesquelles c'est modéré? On n'en a aucune idée. On peut voir ici que dans certains cas, il y a des messages qui ont été publiés le 17 avril qui ont reçu 20 réactions, alors qu'un message qui a été publié par la suite en a 3. Des fois, des messages plus vieux en ont aucun. Quelque chose qui est vraiment problématique aussi à notre sens, c'est que quand on fait des séances de jeu et qu'on se connecte en même temps, on voit ici un message que j'ai publié, mais un autre membre du collectif, qui est au même endroit au même moment, ne le voit pas apparaître. Donc là, est-ce que ces messages-là n'apparaissent pas parce qu'ils ont été censurés par une intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a une modération qui est faite à la main? Est-ce que le message ne peut pas être lu? Je ne sais pas. Je vais conclure immédiatement. Donc, notre dernière petite chose, c'est que ce qu'on viserait à faire éventuellement, une fois qu'on va avoir compris la logique de publication des messages, ce serait vraiment de créer un espèce de jeu de piste où les messages pourraient renvoyer les uns avec les autres avec des coordonnées dans la carte du monde, mais évidemment, on est coincé un peu avec les contingences de l'outil qu'on utilise, c'est-à-dire un jeu sur lequel on n'a pas de contrôle. Merci. Bien, on est rendu à la période de questions, commentaires. Qui commence? Vas-y, Edwige. C'était plutôt pour l'intervenant sur le ressenti animal. Moi, je me posais la question de est-ce que vous avez songé à utiliser d'autres personnages est-ce qu'on a le choix en tant qu'utilisateur d'être dans la perspective d'autres animaux et pour éviter cette position, cette posture de surplomb qu'il y avait? Et est-ce que vous avez aussi songé à travailler avec des éthologistes ou c'est juste vous empirer les relations des autres animaux? Parce que c'est intéressant aussi de rentrer dans une recherche de l'homme moins vite de l'animal auquel vous vous référez. Il y a effectivement une partie qui est plutôt empirique par rapport, et c'est pour ça que je parle de l'équitation, parce que c'est ma connaissance à moi du rapport animal, c'est le rapport que j'ai appris à avoir. Et c'est pour ça aussi que je prends pour exemple Andrea Petit, qui fait de la recherche dans des ranchs, etc., avec sa relation avec les animaux, avec les chevaux et avec le bétail, qui travaille sur ces triades-là. Et oui, il y a la possibilité de prendre n'importe quel avatar. Donc ça fait aussi partie de mon travail d'essayer de créer des avatars qui prennent des formes hybrides, souvent avec des caractéristiques humanoïdes, souvent avec des caractéristiques comme les corps humains. Et pour la taille, moi je m'intéressais à la position, c'est pour ça qu'il y avait ces plans au départ qui étaient très près du sol, parce que c'est en se mettant à 4 pattes par terre, et puis en faisant avancer le personnage avec le joystick que je peux prendre cette position-là. Il y a la possibilité dans VivaChat, avec des modes, de juste pouvoir réduire mon personnage, le grandir autant que je veux. Du coup, je peux, ça m'arrive d'explorer les monts sous la forme d'un pigeon. Donc là, je suis très près du sol, très sa petit. perception à lui, Du coup, je suis à sa hauteur au niveau du sol, mais il n'est pas dans sa perception à lui, pour ça que je ne sais pas sur quels sont
les systèmes perceptifs alternatifs, même spéculatifs. Car non, c'est toujours la même perception, mais Ouais, c'est toujours une avec... perception humaine en fait. Ouais. C'est aussi le paradoxe sur lequel je travaille du fait d'être dans des espaces numériques qui sont vraiment exclusifs à l'espèce humaine. Enfin, c'est fait pour qu'on se mette ça sur la tête. En tant qu'humain, ça ne marcherait pas sur un être animal. Et du coup, je travaille sur le paradoxe d'avoir cet appareil qui nous renferme dans quelque chose d'immersif qui est très personnel. Et le fait qu'il y a autant de représentations de la nature, autant de représentations animales à l'intérieur. Donc, sur ce paradoxe, par exemple, toute la présentation que je faisais est filmée dans un parc à chiens. Donc, c'est un parc où on va pouvoir caresser des chiens et pouvoir jouer à la fête avec des chiens. Et du coup, je me retrouvais à jouer dans cet espace-là au lieu d'aller au parc à chiens juste à côté de chez moi et rencontrer des vrais chiens. Donc, pour moi, il y a cette question-là de garder en fait la limite du casque de réalité virtuelle, de garder la limite de cette perception et de cette volonté de se projeter dans une animalité, mais tout en restant dans notre corps et puis dans des technologies très anthropocentrées. Merci. Laureline? Moi, c'était une question pour toi. En fait, c'est une des premières fois où j'entends qu'ils laissent justement poster des messages dans un jeu. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait des problèmes de... Je pense que c'est fait à la main. Je pense qu'ils lisent tous les messages. Donc je pense que c'est pour ça que ça met du temps. Mais c'est super chouette qu'on puisse faire ça. L'idée de la chasse au trésor est vraiment cool. Ce que je me demandais, c'est est-ce que avant de commencer à jouer au jeu, vous l'avez choisi pour ça? Est-ce que vous connaissez d'autres jeux où on peut laisser des messages aussi facilement? Parce que tu sais, il y a le fameux TTP, le Time to Penis, Ouais, oui. qui est comme le plus gros problème. Si tu laisses des joueurs dans un jeu, ça va partir très très rapidement. Voilà. Donc c'est quand même très intéressant qu'un jeu chinois laisse faire ça. Est-ce que c'est des choses que vous avez explorées? Juste pour les gens qui n'ont peut-être pas entendu, merci de me demander de faire ça, mais là, le problème qu'on peut avoir quand on autorise dans un jeu vidéo à publier des jeux, à laisser le public publier, c'est qu'il va y avoir un phénomène qu'on appelle le time to penis. C'est-à-dire combien de temps est-ce que ça va prendre avant qu'il y ait un pénis qui apparaisse dans le jeu. Et c'est vraiment un enjeu comme on a travaillé dans Mario Maker aussi. Puis Mario Maker, on peut créer des tableaux du jeu là, Super Mario avec le petit plombier italien et des tableaux en forme de pénis, évidemment. Il s'en est publié très, très rapidement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tableaux en forme de vulve ou de clitoris. Mais bon, ça c'est... Mais C'est pas non plus à souhaiter non plus. Ouais, c'est pas là qu'on aurait les tableaux. on a fait un projet dans le jeu Valheim. Puis Valheim, en fait, on travaille sur un serveur privé. Et dans Valheim, on a des objets dans le monde qui permettent d'accrocher des écriteaux. Donc, on a fait évidemment des stèles en double belle. On a écrit nos textes. Mais ça, vu que c'est un serveur privé, c'était une autre logique où on pouvait on attend encore d'ouvrir au public. Parce que là, il va y avoir du griefing aussi. C'est-à-dire que si on va sur Discord en français, on dit allez dans notre serveur, voici le mot de passe, les gens pourraient tout saccager. Mais c'est ça. Là, en découvrant la possibilité de faire ça, dans Once Human, nous, on est comme, c'est vraiment une belle liberté. Et comme on peut, non seulement dans Once Human, on peut mettre les coordonnées du jeu, on peut donner des indices de où est-ce qu'il faudrait aller, et on peut mettre des photos. Puis Once Human, c'est un jeu qui est vraiment visuellement assez superbe, donc on peut trouver des emplacements, créer une base en forme de double belle en disant le prochain message est là. Mais il y a cette question-là de combien de temps est-ce que ça pourrait nous prendre d'aller installer les messages, de s'assurer que c'est publié, aller sur les plateformes francophones, par exemple le Discord de Once Human en français pour dire allez sur ce serveur-là, il y a quelque chose à faire là-bas. Comme là, depuis qu'on a trouvé ce concept-là, on aurait envie de le faire ailleurs. Surtout que là, le problème de travailler dans des jeux vidéo, c'est que les phases d'exploration, de développement, c'est des dizaines d'heures. Fait que rendu au moment de créer le projet, on est un peu tanné. Donc là, on a besoin de trouver un jeu qui ressemblerait à Once Human, qui nous permettrait de faire ça pour vraiment déployer le concept. Mais il faut aussi qu'il y ait un jeu qui ait une thématique qui permette de créer un texte littéraire. Notre idée de transécriture, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut produire un discours sur ce jeu vidéo-là à partir du jeu vidéo qui commente ce jeu vidéo-là dans une forme littéraire. Là, ici, le télescopage s'impose. Jean, tu avais... J'avais une question pour revenir sur la... Tu parlais d'interespèce, mais ta question, ça c'est plus à une question de transespèce. Est-ce qu'on peut être l'autre espèce? Mais en tant qu'humain, on peut s'imaginer aller vers, mais on ne peut jamais atteindre. On va rester c'est un espace inter, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas imaginer que l'inter est le trans, à ce moment-là. Pour ne pas espérer de vivre des expériences qu'on ne pourrait même pas comprendre, on ne pourrait même pas
Mais sensible. sa réponse à la limite de la perception limite. Oui, c'est ça. Mais moi, une autre question m'est venue, c'est du coup, pourquoi est-ce que c'est une critique d'être enfermé dans ce casque qui reproduit des expériences qu'on peut avoir avec les canards? Ou est-ce que c'est un postulat critique? Parce qu'on peut aller très bien dans un parc et déjà donner à manger au canard, ça Il y a un panneau dans le monde des mais canards voilà, qui dit genre, ne faites pas ça dans la vraie vie. est-ce que c'est une démarche critique de cet enfermement dans le numérique et de cette désopacification, de cet éloignement avec le vivant, c'est ça? Ou est-ce que, parce que... J'essaie d'explorer les deux sens. C'est important d'avoir un point de vue critique parce que c'est aussi comme une technologie qui se place dans un contexte problématique, parce que on utilise des cases de méta ou d'apôts, etc. Mais aussi, il y a tout un côté problématique et il y a tout un côté critique important à avoir sur ça, mais en même temps, on ne peut pas faire un travail uniquement dans la critique, donc c'est pour ça que j'essaie d'aller dans la proposition, et c'est pour ça que je me mets dans cette posture, etc. C'est un mélange critique. Oui. J'ai une question pour Laureline. Sur le super long projet que j'ai pu un peu se déployer à travers les années. Puis je trouve ça tellement le fun de t'entendre dire que finalement, il y a comme des problématiques féministes ou des enjeux genrés qui ont émergé de ta recherche. C'est très recherche-création aussi. Là. On a une idée en tête, puis finalement, on se lance dans quelque chose, puis il y a d'autres choses qui émergent. Est-ce que tu penses poursuivre dans ce regard-là? Tu as publié un petit papier ou adresser ces questions-là? C'est sûr que c'est difficile avec les enjeux éthiques, puis c'est les étudiants qui sont sûrement déjà gratuits. Alors, ils ont signé un certificat éthique qui me permet de parler de leur expérience. Ouais, j'ai pensé à ça. J'ai pas celui pour les joueurs et les joueuses par contre, parce que c'était trop gros là. Mais non, tous ceux qui ont participé, ils ont signé avant pour dire qu'en gros, j'avais le droit de parler pas tellement de leurs émotions, etc., mais qu'est-ce qu'ils pensent qui a été difficile dans le jeu. Donc là, ils savaient cet après-midi que j'allais raconter ça, par exemple. Dans les publications, il va y en avoir une ou deux, mais moi j'aimerais bien faire un livre. C'est une question un peu, c'est comment on diffuse la recherche-création pour que ça soit intéressant pour les gens. Je dirais que le livre, ça semble quand même quelque chose qui reste accessible et attrayant. Parce que l'autre problème, c'est que comme j'ai pas fait un jeu pour gamers, beaucoup de gens vont pas jouer au jeu. Donc si je m'assois pas avec les gens pour jouer avec eux, ou si par exemple à Imaginate, beaucoup de gens ont joué, c'est top. Mais le jeu prend au moins 10 minutes quasiment aux gens, même plus. Donc en fait, je fais pas jouer tant de gens que ça. Sur Steam, on a genre une centaine de wishlists, c'est assez ridicule, je vous le dis, comme nom. Là, je suis contente dans mon cœur, mais c'est vraiment pas un grand public. Donc il faut que je trouve des moyens de faire que des gens qui jouent pas, ou etc., s'intéressent au jeu et s'intéressent aux résultats. Donc oui, ça c'est un enjeu de recherche-création. Est-ce que je fais plus d'ateliers? Est-ce que je devrais organiser, c'est ça, j'invite des jeunes femmes à venir tester le jeu, etc. Si vous avez des suggestions ou des choses à faire, je suis preneuse, parce que c'est un bon point. Et ta question sur est-ce que je vais rester là-dedans? Peut-être pas sur les jeux sur le sexe, parce que c'est vraiment spécial comme milieu. Ça aussi, c'est un truc où je ne m'en rendais pas trop compte. J'étais un peu mignonne, moi, en débarquant, genre, bon, j'ai un jeu sur le clitoris, qu'est-ce que peut arriver de mal? C'est ça, mais je pensais faire mon prochain jeu sur les larmes. Donc rester à la thématique des stéréotypes féminins et masculins, mais avec quelque chose de peut-être un peu moins, voilà, tendancieux, on va dire. Mais oui, et en fait, aussi je suis un peu nulle en féminisme, dans le sens où j'ai pas fait mon doctorat en féminisme. Et c'est pas si facile que ça de s'inscrire dans la théorie féministe, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de débats aussi. Ouais, de gatekeeping et de débats, etc. Donc je te dirais que par moment ça fait un peu peur. Genre, est-ce que je veux aller publier là? Est-ce que. Donc tout ça, c'est un peu en train de se placer. Mais souvent je trouve des communautés super. Genre, là je suis allée à Toulouse, puis au Lara CP, ils étaient très enthousiastes, donc je pense que je vais publier avec eux. Mais ça, c'est un autre bon point, c'est quand tu fais de la recherche-création, c'est très personnel. Et des fois, t'es comme, je sais pas si j'ai envie de mettre toute ma vie si ouverte devant des gens. Une féministe ne pourrait pas travailler avec toi, régler le problème, s'occuper d'aborder l'aspect féministe. Est-ce que c'est impossible d'être expert dans tout, dans toutes les facettes? C'est vrai.
C'est un peu ça que je fais souvent en allant chercher des gens, etc. Mais je te dirais que sur le féminisme, il y a un autre enjeu, puis à la tête de Léa, je pense qu'elle a compris, c'est alors comment tu dis je suis féministe et comment tu définis à quel point tu es experte, comment c'est pas un syndrome de l'imposteur et des choses comme ça. Donc moi j'ai décidé que j'étais la féministe que je suis. Puis tu peux me critiquer, je prendrai la critique, mais comme tu dis, je serai pas parfaite, etc. Mais sinon en fait tu peux lui plus rien. Parce que je me suis fait taper dessus par toutes sortes de critiques et toutes sortes de choses. C'est genre, est-ce que c'est une expérience qui est trop universalisante? Comme non, j'ai jamais prétendu que ma vision de l'orgasme était la vision ultime. Mais c'est vrai que ça pourrait donner cette impression. Où il y a tout le débat autour du rose. Parce que la redéfinition, est-ce que le rose c'est féminin? Est-ce que Barbie c'est féministe? Est-ce que... Bref, donc à un moment c'est comme, il y a ça là. Si vous n'êtes pas content, vous avez le droit de le critiquer et vous avez le droit de faire d'autres choses sur le clitoris. Je pense aussi que sur le ou les féminismes, c'est vrai comme pour toutes les disciplines de recherche, il y a des gens qui ont des visions, on a des registres d'auteurs, d'autrices, on a des textes, des concepts auxquels on fait référence, puis en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On crée de l'information, puis après ça, on en discute. D'ailleurs, ça va être le thème de la plénière à la fin de... Donc, on va essayer de mettre ensemble en consensus, dissensus autour de la recherche-création. D'autres questions, commentaires? Ça va? On prend la pause.